à tous. Alors moi, je vais vous parler d'un chantier qui avance, malgré tout. Il s'appelle la Charte des riverains, ou comment organiser le bien vivre ensemble. Alors le contexte réglementaire, législatif, vous le connaissez mieux que moi. À la fin de l'année, sont parus un décret et un arrêté, le 27 décembre, qui structure, qui organise les zones de traitement sur l'ensemble du territoire pour toutes les filières, et qui impose une charte d'engagement des utilisateurs de produits phytosanitaires. Alors tout cela est issu de la loi Egalim de 2018 et puis basé sur l'avis de l'ANSES qui préconisait des zones de non-traitement. Alors cette charte, qu'est-ce que c'est ? C'est une obligation réglementaire, je viens de vous le dire, mais en même temps qui promeut une démarche volontariste de dialogue et du bien vivre ensemble. Alors c'est un petit peu bancal, c'est-à-dire que c'est réglementaire, il faut se presser, il faut y aller, mais il faut se concerter, il faut prendre du temps. Donc, bon, ce postulat, il faut l'accepter. Malgré tout, une fois qu'on a dit ça, ça peut être aussi un bon exercice pour conforter les initiatives de dialogue qui sont déjà en place, ou les inciter. Ça s'appelle le bien vivre ensemble. Et il y a certaines ODG, exemple ODG Margot, qui ont déjà discuté de chartes et qui sont prêtes à les signer incessamment sous peu. Cette charte, enfin, c'est pour nous une possibilité d'adapter les zones de non-traitement avec une discussion sur les distances minimales, et on va pouvoir adapter dans certaines conditions ces distances minimales en deçà des 10 mètres. Donc cette charte, c'est tout ça. C'est ambigu, c'est bancal, mais en même temps, c'est un bel objectif et une belle ambition. Cette charte, elle est cadrée par les textes, tels que je vous le disais, dans le cadre d'un processus de concertation. Alors le processus de concertation, il est expliqué sur la droite de votre écran. Ce sont des organisations représentatives qui organisent la consultation. Donc en Gironde, c'est la Chambre d'agriculture qui a organisé cette consultation avec l'ensemble des organisations professionnelles. On discute ensemble d'un projet de charte qui devra être soumis à consultation publique. Cette concertation publique durera 1 mois. Et la préfecture aura 2 mois pour valider, accepter, faire des remarques sur cette charte. Cette charte, elle doit faire l'objet d'une consultation de différents acteurs. Et je vous ai mis qu'il était expressément écrit que les maires des communes concernées, l'association des maires et les associations de défense des intérêts collectifs des habitants, c'est comme ça que c'est marqué, sont associés à la concertation. Enfin, cette charte, elle propose aussi d'organiser des médiations régulières, locales. Alors, on parle de cellules départementales de dialogue, dans lesquelles il y aura l'État, l'ARS, les parties prenantes que nous sommes tous. Il y aura aussi des médiations plus locales, c'est-à-dire qu'on a décidé de travailler sur l'anticipation des réflexions au niveau local, de l'information pour éviter les conflits. Donc, cette charte prévoit des médiations locales avec des référents qui seront nommés par l'ensemble des organisations et qui seront en capacité de résoudre les problèmes à l'échelle de la commune. Au niveau girondin, on a choisi d'établir cette charte par phase. Une phase d'abord entre les organisations professionnelles agricoles, utilisateurs des produits phytosanitaires. Donc ce temps, on l'a pris. Alors certains ont trouvé qu'il était un peu long, mais pour autant, il est nécessaire pour se mettre d'accord sur des positionnements et trouver un compromis de ce qu'il est possible de faire. Alors certains iront plus loin. On l'a bien vu ce matin avec des initiatives positives, mais malgré tout, ce texte est un texte de compromis d'un socle minimum d'engagement de ce qu'on pourrait faire à minima en termes de bien vivre localement. Et puis ensuite, on a discuté avec l'Association des maires de Gironde, qu'on a vu plusieurs fois, notamment au regard des questions d'urbanisme. Et enfin, on a invité les associations de riverains à venir discuter. Alors, vous avez suivi dans la presse que parfois ça prenait un peu de temps de pouvoir arriver à se trouver un lieu commun pour discuter. En même temps, une fois qu'on s'est retrouvés autour de la table, on a commencé à discuter et surtout, on envisage de se revoir. C'est-à-dire que la charte, ce n'est pas un point d'aboutissement sur la discussion avec les riverains, puisque je ne suis pas sûre qu'ils puissent la signer ou la valider en tant que telle, mais pour autant, nous avons prévu de nous voir régulièrement. Et d'ailleurs, le 10 mars prochain, nous aurons une réunion sur l'information des résidents. Donc, c'est un travail, je vous ai dit, de moyen terme. On est un peu pressé par le temps, mais avec les riverains, nous avons décidé tous ensemble de continuer à travailler. Donc, rapidement, cette charte d'engagement, elle prévoit des informations obligatoires et des informations
qui doivent s'adapter localement. Les mentions obligatoires, c'est l'information des résidents, les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes, des modalités de dialogue et de conciliation entre utilisateurs et habitants. Et puis après, localement, on a une latitude et on peut préciser les choses sur les délais de prévenance, sur les bonnes pratiques pour l'application des produits, sur les dates et horaires de traitement, sur les modalités pratiques d'application des distances. Et là, j'y reviendrai sur la version locale de la charte. Pour finir sur les obligations un peu réglementaires, il est écrit dans le texte que, je vous ai dit, cette charte, elle pouvait permettre de réduire les distances de traitement, de passer de 10 mètres et notamment à 5 mètres ou à 3 mètres. Et pour passer à 5 mètres, il faut utiliser un certain type de matériel qui va limiter la dérive à hauteur de 66%. Pour passer à 3 mètres, il faudra utiliser un autre type de matériel qui permettra de limiter la dérive à 90 ou plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça fait partie des points opérationnels qui continuent d'être discutés et qui vont au fur et à mesure susciter des questions et des informations. Et je pense que dans les semaines à venir, nous aurons des réponses, en tout cas, nous l'espérons. Ce qu'il reste à préciser, c'est la conciliation des différents textes, parce qu'il y a un arrêté préfectoral de 2016 qui parlait des établissements recevant du public. Et donc là, il faut l'adapter au regard de la nouvelle réglementation. Ce qui reste aussi à discuter, c'est à rendre opérationnelles les dérogations à l'application des ZNT. Donc je vous l'ai dit, il est question de matériel pour réduire la dérive, mais aujourd'hui, on n'a pas la liste du matériel qui permettrait de réduire la dérive à 90%, matériel validé, homologué, qui permettrait aux viticulteurs de passer une distance de 3 mètres. On a aussi des interrogations sur les méthodes alternatives à valider par l'ANSES, comme les haies, les filets. Est-ce que ça peut faire partie des moyens utilisés pour réduire la distance ? Et enfin, sur la nature des produits. Alors récemment, on a eu confirmation que les produits en agriculture biologique et les produits biocontrôle seraient exempts de ZNT, sous réserve que leur autorisation de mise sur le marché ne soit pas plus restrictive. Donc, à cette nuance près, il y a eu aussi des réponses la semaine dernière. Mais il y a encore beaucoup de choses opérationnelles à caler, parce que vous n'allez pas tous investir dans un nouveau pulvé cette année ou l'année d'après. Donc, il faut aussi voir comment on valide tout ce qui est matériel existant. Alors, en Gironde, pour finir, on a travaillé sur ce qui était déjà rappelé, ce qui était les obligations, les engagements réglementaires. Il y en a déjà beaucoup. Et puis, donc, c'était important de rendre visibles les efforts aujourd'hui que faisaient les agriculteurs et les viticulteurs, en tout cas ceux à quoi ils s'engageaient en termes réglementaires. Et puis, on est allé un petit peu au-delà, on a discuté un peu plus loin de réglage régulier des pulvérisateurs, de recours à des pratiques ou du matériel limitant la dérive. On a discuté d'équipements d'outils de mesure du vent pour les viticulteurs, de choix de produits ayant un moindre impact sur la santé et l'environnement. On a aussi discuté si on pouvait éviter les produits CMR pour les cultures hautes, ce serait aussi un engagement fort des viticulteurs. On a également discuté de l'information des voisins, alors avec un délai de 8 heures avant les traitements pour ceux qui le désirent, sauf cas d'événements climatiques. Alors je vous cite de mémoire, mais bon, tout ça c'est une question de nuance, mais malgré tout, les efforts et la volonté sont là, et je dirais que c'est bien parti pour que ça avance rapidement. Sur l'engagement des OPA, les viticulteurs nous ont fait la remarque qu'ils avaient envie d'être accompagnés par l'ensemble des organisations professionnelles agricoles que nous représentons. Et c'est vrai que nous aussi, en tant qu'organisation, alors quand je dis nous, c'est toutes celles qui ont participé à la réflexion, il faut accompagner les agriculteurs et les viticulteurs. Alors accompagner, par exemple, dans l'engagement des certifications environnementales, pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, pour proposer des formations adaptées, des expérimentations qui iraient dans ce sens-là, et puis plus largement pour favoriser le dialogue sur l'activité agricole. Et puis, puisqu'il est question de dialogue, finalement, quel meilleur acteur que les élus locaux pour informer et faire de la pédagogie localement. Et quand nous avons discuté avec l'association des maires, il était question de se dire peut-être qu'il faudrait qu'on retrouve un petit peu de lien au niveau local, au niveau de la commune, pour que le maire soit véritablement la personnalité, l'édile finalement, qui fasse de la pédagogie aussi avec les organisations sur les pratiques agricoles,
en amont des périodes de traitement, sur le respect des espaces agricoles, pour expliquer que ce sont aussi des espaces privés, que ça mérite aussi d'être souligné. Et puis, en deuxième pilier, les maires ont aussi un rôle important en termes d'urbanisme, vous le savez, et qu'on s'est rappelé ensemble avec l'association des maires que, évidemment, le principe premier, c'est qu'il fallait éviter de développer les zones urbanisables en zone agricole. Ça, c'est le principe de base répété depuis des années. Mais au-delà de ça, on pouvait imaginer des espaces de transition, des lisières urbaines, vous allez en parler, qui seraient l'équivalent de ZNT en cas de développement urbain. Ça, c'est une discussion qui est très importante avec les maires. Et enfin, on a discuté des permis de construire. Finalement, si on ne peut pas échapper à une nouvelle construction, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une distance du côté du constructeur de 10 mètres qui serait en limite de parcelle et qui permettrait de faire office de ZNT? Donc ça, c'est une discussion qui a démarré, qui a bien commencé. On a réussi à poser des choses dans la charte et ce travail va se continuer dans les semaines à venir. Pour finir, j'ai envie de vous dire que cette charte, personne n'est naïf, c'est une obligation réglementaire et en même temps, il faut en profiter pour qu'au-delà de son aspect départemental, on puisse la décliner au niveau local de façon pragmatique. Les parties prenantes qui sont concernées par cette charte, ce n'est pas juste les viticulteurs et leurs voisins. Je l'ai dit, c'est les maires, c'est les habitants, c'est les associations locales. Il faut retrouver un peu de sérénité au niveau local et d'information. Et peut-être que là, on pourra parler un petit peu de bien vivre ensemble. En tout cas, cette charte, c'est un prétexte pour parler aussi un peu positivement, autrement de l'agriculture et pas que des produits phytosanitaires. Et pour vous donner un peu d'espoir, cette charte, elle est évolutive dans le temps. Et avec les discussions que nous allons continuer d'avoir, j'espère qu'on pourra continuer à avancer avec tous ceux qui ont contribué. Merci. Merci beaucoup. La charte départementale n'est pas signée, effectivement, et dans 2 mois, les pulvées seront dans les vignes. Quel est le calendrier précis? Est-ce que Magali, tu peux nous dire, sachant qu'il y a nos partenaires qui sont là aussi? Le calendrier, enfin, la charte va être bientôt signée. Le calendrier précis, ça va être plutôt fin février. Je pense qu'elle va être mise en consultation fin février, comme je vous le disais, pour un mois de concertation publique. Malgré tout, ça mériterait quand même, je ne vais pas botter en touche, mais une interprétation de l'État sur, une fois qu'on a mis en consultation, est-ce que la charte est immédiatement applicable dans le cadre des annexes prévues? Il me semble avoir lu ça. Voilà, je ne botte pas en touche, mais je pense que ce n'est pas moi qui ai la réponse sur l'effet immédiat d'une mise en consultation de la charte.